C'était inhabituel pour un incendie domestique. C'était un homicide maquillé. La violence de l'attaque était palpable. S'agissait-il d'une vengeance? On commençait à y voir un peu plus clair. Il est venu me voir pour me dire à moi qu'il avait assassiné mon meilleur ami. Pourquoi dénoncer l'homme qu'elle venait d'épouser? Je ne vois pas pourquoi je devrais être le seul à payer pour ce crime. Une partie de la vérité nous échappait. Il a compris qu'elle s'était servie de lui. On m'a manipulé, forcé à commettre et à endosser le crime. Il voulait qu'elle paye elle aussi. Alpina est située juste en bordure du lac Huron. C'est idyllique. La ville a les pieds dans l'eau. Ici, la plupart des gens ne ferment pas à clé la nuit, ni leur maison, ni leur voiture. C'est assez tranquille dans l'ensemble. C'est le genre d'endroit où tout le monde pense connaître ses voisins. Mais le fait est que chacun a ses secrets. Et il n'y a rien de tel qu'un drame pour les faire voler en éclats. Le 15 octobre 2001, dans la soirée, les autorités locales ont commencé à recevoir des dizaines d'appels au sujet d'un incendie en cours au nord de la ville. Il y avait apparemment une épaisse fumée. La police s'est immédiatement rendue sur place et a découvert une maison en feu dans Alfred Street. Les flammes atteignaient jusqu'à 10 mètres de haut. C'était inhabituel pour un incendie domestique. Les voisins étaient convaincus que le propriétaire des lieux se trouvait à l'intérieur, sa voiture étant dans le garage. Les policiers présents sur place ont donc crié son nom à plusieurs reprises, mais en vain. Malheureusement, ils ne pouvaient pas pénétrer à l'intérieur de la maison. Pour cela, ils devaient attendre l'arrivée des pompiers. Une fois sur place, les pompiers ont tenté de maîtriser le feu depuis la rue, les flammes rendant l'accès à la maison impossible. Finalement, leurs efforts ont payé et ils ont pu se glisser à l'intérieur. Les pompiers sont entrés en premier. À l'intérieur, la chaleur et la fumée étaient insoutenables. Et c'est là qu'ils ont découvert les restes d'un corps, dans la cuisine. À partir du moment où il y avait un corps, ça devenait une scène de crime. On a donc prévenu la division incendie du bureau du shérif de l'État du Michigan, car en cas d'incendie mortel, c'est eux qui prennent la direction de l'enquête. À mon arrivée, la police et les pompiers étaient déjà sur place et l'incendie avait été maîtrisé. En entrant dans le séjour, j'ai relevé une légère odeur d'essence. C'est une odeur reconnaissable entre mille. C'était suspect. Les meubles avaient manifestement souffert de la chaleur et ils étaient recouverts d'une fine couche de suie. Mais les dégâts n'étaient pas immenses. C'est typique des incendies provoqués par de l'essence. Car l'essence a beau s'enflammer en quelques secondes, dans un espace clos, les flammes sont rapidement étouffées à cause du manque d'oxygène. Dans le séjour, en tout cas, le feu n'avait eu qu'un faible impact. Je me suis alors dirigé vers la cuisine où j'ai découvert la victime étendue par terre devant la porte. Et là, curieusement, le feu avait fait beaucoup plus de dégâts. Des victimes d'incendie, j'en ai vu beaucoup dans ma carrière. Là, ce qui m'a frappé, c'est que le corps était très abîmé. Il ne restait quasiment plus rien du torse de la victime, comme si le feu était parti de ses entrailles. Il n'y avait aucun débris sur son corps, et son bras et sa jambe gauche s'étaient détachés sous l'effet de la chaleur. Ce qui ne m'aurait pas surpris si la maison s'était effondrée sur lui et qu'il était resté prisonnier pendant plusieurs heures. J'ai déjà vu des victimes réduites à l'état de squelette lorsque leur maison avait entièrement brûlé, mais là, elle était relativement intacte et la victime n'avait pas été écrasée, ce qui soulevait un certain nombre de questions. La police était quasiment sûre qu'il s'agissait de James Orban, le propriétaire des lieux. Mais le corps avait tellement souffert qu'un test ADN était indispensable à ce stade.
Même ses empreintes digitales étaient trop abîmées pour pouvoir être exploitées. Le corps gisait au milieu d'une multitude de débris de verre, provenant manifestement de la porte arrière de la maison, dont la vitre était manquante. Quand on a déplacé le corps, on a également découvert des fragments en dessous. Les fragments en question ne présentaient aucune trace de suie, ce qui signifiait que la victime était tombée sur les débris de verre avant l'incendie. Un autre détail a aussitôt frappé la police scientifique. Sur le lave-vaisselle et le fourneau électrique, il y avait des traces de sang que les enquêteurs n'avaient pas relevées. Comme si la victime avait pris appui avec sa main sur l'un des appareils et qu'elle avait appuyé sa tête sur l'autre. La violence de l'attaque était palpable. D'après la police, il avait été poignardé à de multiples reprises. Et il avait notamment reçu un coup particulièrement violent au niveau du front. La présence de traces de sang un peu partout dans la cuisine confirmait cette théorie. Il s'agissait à l'évidence d'un homicide maquillé en incendie domestique. Le résultat du test ADN a alors confirmé que la victime était bien le propriétaire des lieux, James Orban. Qui pouvait bien l'avoir assassiné? Et pour quelle raison? Et pourquoi l'assassin s'était-il acharné sur lui? Au moment des faits, je travaillais à plein temps comme journaliste pour un quotidien local. Ça ne faisait que quelques mois. À ma grande surprise, je connaissais bien le défunt. Il avait vendu à mes grands-parents le terrain sur lequel ils avaient fait construire. Je le connaissais donc depuis toute petite. James Orban était une sorte de marginal depuis l'enfance. Il était le 3e enfant d'une fratrie de 9. Il n'avait pas eu une enfance facile. Son père était un alcoolique notoire qui ne travaillait pas. C'était sa mère qui travaillait dans une usine du coin, qui faisait bouillir la marmite. Il souffrait depuis la naissance de troubles auditifs sévères, qui affectaient par ailleurs sa diction. Il faisait l'objet de moqueries constantes de la part des autres enfants, qu'ils soient de son âge ou plus âgés, parce qu'il avait des difficultés à s'exprimer. Il s'entendait mieux avec les plus petits que lui, et donc ses seuls amis étaient des enfants beaucoup plus jeunes. Avec eux, il n'avait pas ce rapport de force qu'il pouvait avoir avec les plus grands. Ils jouaient ensemble, et ça s'arrêtait là. James Orban avait trouvé un moyen d'échapper à ses détracteurs. Mais ce genre d'abus laisse des cicatrices. Il avait travaillé à l'usine pratiquement toute sa vie. Ses voisins décrivaient un homme solitaire dans l'ensemble. Le lendemain de l'incendie, c'est moi qui ai conduit les recherches à son domicile. Je me suis longtemps attardé sur la chambre attenante à la cuisine, dont tout portait à croire qu'elle était celle de James Orban. Entre autres meubles, il y avait là une commode, dont les tiroirs étaient ouverts, et dont le contenu avait été vidé par terre et sur le lit, à la hâte, semblait-il. Et parmi ces effets, je me rappelle avoir été aussitôt frappé par la présence de Polaroid amateurs montrant des jeunes filles adolescentes. Ces clichés n'étaient pas à proprement parler inappropriés, mais leur présence dans la chambre d'un homme d'âge mûr témoignait d'une obsession malsaine. Il semblait presque avoir été mis là exprès pour que la police les trouve. Quoi qu'il en soit, les enquêteurs ont commencé à se demander s'il s'agissait d'une vengeance. N'importe quel policier vous dira qu'il n'y a jamais de coïncidence. James Orban semblait avoir gardé de son enfance une obsession pour les jeunes enfants. Et très vite, l'enquête a révélé qu'il avait commis des choses horribles.
Je me rappelle quand j'étais enfant, la rumeur courait qu'il avait maltraité des jeunes filles. Moi, il ne m'a jamais rien fait personnellement, mais je me suis toujours méfiée de lui, parce qu'on sentait bien qu'il n'était pas net. Une enquête de police avait été ouverte contre lui de nombreuses années auparavant, après qu'une adolescente l'a accusé d'attentat à la pudeur. Et il avait été jugé et condamné pour cela à une peine de prison ferme. Compte tenu du profil de la victime, la thèse de la vengeance tenait parfaitement la route. 2 semaines avant l'incendie, un voisin avait signalé à la police la présence d'un tag sur la porte de garage de James Orban. Quelqu'un avait peint le mot « pédocriminel ». Le fait que ça s'était passé 15 jours plus tôt et que la police avait ensuite retrouvé des photos compromettantes dans la chambre de James Orban, ça ne pouvait pas être une coïncidence. L'auteur du tag était peut-être revenu pour assassiner James Orban et lui faire payer ses crimes. Tout le monde se posait la même question. S'agissait-il d'une vengeance? L'assassin était-il une ancienne victime? Ou s'agissait-il d'un cambriolage qui avait mal tourné? C'était le grand point d'interrogation. On commençait toutefois à y voir un peu plus clair. Entre les indices recueillis par la police scientifique et ceux recueillis par mes soins, on tenait un début. Maintenant, il fallait interroger les témoins. À commencer par Robert Taylor, le voisin qui avait appelé le 911. Il était en train de promener son chien quand il a aperçu de la fumée à la lueur des réverbères. Un homme l'a alors abordé, de type caucasien, assez grand, avec une barbe et une casquette de baseball sur la tête. Alors qu'il observait le va-et-vient des pompiers et des policiers, un homme l'avait accosté pour lui demander « Est-ce qu'ils ont déjà retrouvé le corps ?» Soit il était au courant de quelque chose, soit il était impliqué dans l'incendie. Il était en nage et sentait le feu de bois, ce qui était pour le moins étrange à 2 heures du matin, en plein mois d'octobre. Pourquoi transpirait-il? Qu'avait-il fait avant? Nouveau point d'interrogation. Il fallait absolument retrouver cet individu. Aucun des voisins interrogés ne connaissait James Orban plus que ça, mais plusieurs d'entre eux connaissaient quelqu'un qui semblait bien le connaître. Une jeune femme de 21 ans, Melissa Bredo, dite Missy. Tout le monde, ou presque dans le quartier, savait que James Orban fréquentait, quoi que cela signifie, Missy Bredo, qui vivait alors à quelques minutes à pied de chez lui. C'était une jeune femme turbulente et autoritaire qui aimait bien se faire remarquer. Et d'après les voisins, elle rendait visite à James Orban tous les jours. C'était surprenant, dans la mesure où il avait 69 ans et elle 21. Que pouvait-il bien avoir en commun? Mais surtout, pourquoi allait-elle chez lui aussi souvent? Missy a eu une enfance difficile. Ses parents n'avaient pas beaucoup d'argent. C'était compliqué. Son père travaillait sur les bateaux et était souvent absent, et elle ne s'entendait pas très bien avec sa mère. Elle a commencé à avoir des ennuis avec la justice dès sa prime adolescence. Consommation d'alcool, troubles à l'ordre public, disons qu'elle avait une personnalité rebelle. Dans sa grande naïveté, elle était convaincue d'avoir toujours raison. Et elle s'estimait libre de faire ce qu'elle voulait. Et personne n'avait le droit de lui dire le contraire. Elle aussi a donc eu une enfance malheureuse. Cela explique sans doute son besoin de tout contrôler, y compris les autres. À 14 ans, elle a commencé à fréquenter un de ses camarades de classe, Jason Belanger, qui était bon élève et qui venait d'une bonne famille. Au début, ses parents ont cru qu'il aurait une influence positive sur elle. Mais contre toute attente, c'est l'inverse qui s'est produit. Missy a rapidement pris le dessus, si je puis dire, et Jason est tombé sous son emprise. Belanger n'était pas un ange. Il avait eu des ennuis lui aussi, mais disons que Missy a jeté de l'huile sur le feu, et ils sont bientôt devenus inséparables.
Ses notes ont commencé à chuter. Il a commencé à boire, à se droguer, il la suivait partout. Dès le départ, ils ont noué une relation basée sur l'excès et les excès. Missy était très possessive, très jalouse. Je sais que les parents de Jason ont tout fait pour essayer de l'éloigner de leur fils. Jason filait un très mauvais coton. Alors ses parents ont décidé de déménager. J'imagine leur désarroi. Ils avaient de bonnes situations, une belle maison, et ils ont fait le choix de tout sacrifier pour tenter de sauver leur fils, parce qu'ils avaient peur qu'il s'enlise s'il ne s'éloignait pas physiquement de Missy. Je comprends la réaction des parents de Jason, et j'imagine aussi que ça a dû être dur pour Missy. Quand Jason est parti et a disparu de sa vie, Missy a dû se rabattre sur de nouvelles têtes. C'est à peu près à cette époque-là qu'elle s'est rapprochée de James Orban. Il avait pris l'habitude d'offrir aux jeunes des cigarettes et de l'alcool. Tout ce qu'ils voulaient, en somme. Parce qu'il avait compris qu'il pouvait ainsi gagner leur affection. Il achetait littéralement leur amitié, ce qui est assez triste quand on y pense. Missy l'aidait avec les tâches ménagères et en échange, il lui donnait un peu d'argent. Je pense qu'elle faisait plus que lui rendre service. Elle faisait plus que les courses et le ménage. Notre enquête n'a pas permis d'établir s'ils avaient des rapports plus intimes. Mais on s'est forcément posé la question. Quelle était la nature exacte de leur relation, financière, sexuelle ou autre? Missy et James Orban passaient beaucoup de temps ensemble. Et sans doute pensait-il être amoureux d'elle. Et peut-être l'était-il. Après tout, elle était douée à ce jeu-là. Pour manipuler les hommes qui gravitaient autour d'elle. Missy dépensait tout ce que James Orban lui donnait. Parce qu'elle était accro au bingo. À 20 ans. Avouez que c'est une drôle d'activité. Mais j'imagine qu'elle espérait gagner gros. Comme ça, pas besoin de travailler. Par ailleurs, elle empruntait très souvent le véhicule de James Orban. Il possédait un vieux pick-up qui n'était pas du goût de Missy. Alors un jour, il l'avait emmenée chez le concessionnaire pour qu'elle choisisse une nouvelle voiture en lui disant « C'est pour toi, tu peux la prendre quand tu veux, mais elle s'appelle Reviens ». En gros, elle devait toujours la ramener chez lui. Elle se faisait entretenir. Elle s'était déjà accaparé la moitié de ses affaires. Alors pourquoi pas la voiture ? Il était grand temps pour la police d'interroger Missy Bredo, les dessous de son amitié avec James Orban étant tout de même troublants. Quand on l'a reçue, j'ai été frappé par sa bonne humeur. Elle ne tenait pas en place. Elle parlait beaucoup, ce qui était surprenant de la part de quelqu'un qui venait de perdre un ami proche. À sa place, je suis sûr que j'aurais été abattu. Elle semblait néanmoins disposée à faire de son mieux pour aider les enquêteurs. Missy avait un alibi en béton, car elle avait joué au bingo le soir du crime. Plusieurs témoins l'avaient vue et pouvaient confirmer qu'elle n'avait pas quitté la salle. On a longuement échangé avec elle pour essayer de lui soutirer des informations. Puis on a fini par lui demander quelle était la nature exacte de sa relation avec James Orban. Elle leur a répondu qu'elle ne l'avait pas revu depuis le 3 octobre, soit 2 semaines avant le drame. Ils s'étaient disputés au sujet de la voiture, Missy ne comprenant pas pourquoi James refusait qu'elle l'emprunte alors qu'ils avaient un accord. D'un coup, il lui avait coupé les vivres. Typiquement, quand on interroge un suspect, on lui demande toujours si il ou elle serait prêt à passer au détecteur de mensonges. Et généralement, la réponse est oui. Missy, elle, nous a répondu qu'elle n'avait pas le temps. C'est forcément louche quand un suspect qui semblait prêt à coopérer avec la police refuse soudain de se soumettre au détecteur de mensonges. Elle leur a répondu « Non, je peux pas, je dois organiser ma soirée de mariage. Je suis débordée, j'ai pas le temps. » Parce qu'elle venait de se marier.
C'était bien la première fois qu'on me sortait une excuse aussi saugrenue pour échapper au détecteur de mensonges. Missy leur a expliqué qu'elle s'était mariée le 16 octobre. Ce qui n'a pas manqué de nous faire sourciller, le 16 étant le lendemain de l'incendie. C'était relativement surprenant, 24 heures seulement après que son meilleur ami, soi-disant, ait été retrouvé assassiné. Une autre question nous taraudait. Qui était l'heureux élu? Ce n'était nul autre que son amoureux du lycée, Jason Belanger. Belanger était parti depuis longtemps et peu de gens étaient au courant de son retour. Pourtant, Missy et lui avaient aussitôt renoué. Ils avaient emménagé ensemble et voilà qu'à présent, ils s'étaient mariés. C'était curieux. Dès son retour à Alpina, 15 jours plus tôt, il avait croisé Missy en soirée et leur histoire avait repris là où elle s'était arrêtée quelques années plus tôt. Au cours de nos enquêtes de voisinage, en parlant au propriétaire d'un magasin situé à une centaine de mètres de l'ancienne maison des Belanger, j'avais découvert qu'à l'adolescence, Jason avait mis le feu à un bâtiment qui avait failli être réduit en cendres. On sait qu'un enfant avec des tendances pyromanes a plus de chances, à l'âge adulte, de recourir au feu de manière criminelle. Les enquêteurs avaient hâte à présent d'interroger le mari de Missy, Jason. Concernant ses retrouvailles avec Missy, son récit était plutôt cohérent. Quand ils lui ont demandé s'il connaissait James Orban, il a répondu « oui ». Et que pensiez-vous de lui? Je l'aimais pas. Il a alors expliqué aux enquêteurs qu'il le soupçonnait de rétribuer Missy en échange de faveurs sexuelles. Il était donc au courant, et ça ne lui plaisait pas, ce qui peut se comprendre. Il a également avoué aux enquêteurs que dans sa jeunesse, avant qu'il ne déménage, il avait tagué la porte de garage de James Orban avec de la peinture rose. Et quand ils lui ont demandé pourquoi, il a répondu « parce que c'est un pédocriminel ». C'était troublant dans la mesure où 2 semaines avant l'assassinat d'Orban, quelqu'un avait tagué ce mot sur la porte de son garage. Pendant qu'on l'interrogeait, j'ai réalisé qu'il correspondait également à la description de l'inconnu qui avait accosté le voisin de James Orban le jour du drame. Jason Belanger n'est pas idiot, mais ce n'est pas non plus une lumière. Et les enquêteurs n'ont pas mis longtemps à faire le rapprochement entre lui et ce mystérieux individu qui avait abordé le voisin de James Orban le jour du crime. Il était grand, blanc, barbu, et il portait une casquette similaire à celle de l'inconnu. Mais le plus troublant, c'était que cette casquette était constellée de taches. Sur la visière notamment, il me semblait distinguer une tache de sang. Autant dire qu'il fallait la faire analyser au plus vite pour vérifier si c'était bien du sang et si l'ADN correspondait à celui de la victime. Nous lui avons donc demandé s'il serait d'accord pour nous prêter sa casquette et il nous a répondu oui. Qu'est-ce qui lui a pris de se rendre à un interrogatoire avec du sang sur sa casquette? C'est inimaginable. Quand ils lui ont demandé si c'était du sang sur sa casquette, il leur a fait une réponse très étrange, à savoir, en tout cas, ça ne peut pas être du sang d'Orban. Il leur a dit, ça ne peut pas venir d'Orban, ce n'est pas son sang. De but en blanc, sans qu'il lui ait rien demandé. Par ailleurs, Jason présentait des coupures aux mains. Et quand on lui a demandé comment il s'était fait ça, il nous a répondu qu'il avait bricolé sa moto et qu'il s'était coupé avec une clé. Bon, je ne suis pas mécanicienne, mais je ne crois pas qu'on puisse se couper avec une clé. Par contre, on peut se couper avec du verre ou dans le cadre d'une bagarre. On s'est excusé et on est sorti de la pièce. On l'a laissé mariner un peu, on en a profité pour reprendre nos esprits, et quand on est retourné dans la salle d'interrogatoire, Jason nous a dit « Ok, je vais tout vous avouer ». Je vous laisse imaginer notre surprise. Il leur a alors expliqué qu'à la base, il voulait seulement cambrioler James Orban.
parce qu'il avait besoin d'argent pour s'acheter de la drogue. Ses réserves étaient à sec. Il s'était donc rendu chez James Orban. Il faisait nuit, il était tard, et alors qu'il gravissait les marches situées à l'arrière de la maison, James Orban avait ouvert la porte pour faire sortir son chat. Une dispute avait aussitôt éclaté entre eux, et ils en étaient très vite venus aux mains. Apparemment, le fait de voir Orban l'avait rempli de rage. Et la raison pour laquelle il avait eu une réaction aussi épidermique, c'était qu'Orban l'avait agressé sexuellement lorsqu'il était enfant. Aucune plainte n'avait jamais été déposée en ce sens. Et par ailleurs, c'était la première fois que quelqu'un accusait James Orban d'avoir un penchant pour les jeunes garçons. Ses victimes, jusqu'alors, avaient toujours été des jeunes filles. L'argument avancé par Jason Belanger était donc pour le moins surprenant. La plupart des individus de sexe masculin choisissent le silence en cas d'agression. Il était donc tout à fait possible qu'ils disent la vérité. Et si Missy ou lui avait effectivement été agressé par James Orban dans leur enfance, on pouvait comprendre qu'il ait craqué sous le poids de la colère. Après avoir poignardé James Orban à plusieurs reprises, il avait fouillé la maison, avait pris tout ce qu'il pouvait, puis il s'était enfui sans se soucier de savoir s'il était encore en vie. Les enquêteurs ont pris ses aveux au sérieux, car dans l'ensemble, ça collait. Il avait volé des choses, il en voulait à James Orban, et il y avait de fortes chances pour que ce soit lui qui ait peint le mot pédocriminel sur son garage. À ce stade, on avait suffisamment d'éléments pour le placer en détention provisoire. La police avait obtenu des aveux. Restait maintenant à déterminer quel rôle Missy avait joué dans tout cela. On l'a convoquée au poste. Elle était très agitée. Et elle essayait de nous soutirer des informations, mais sans se mouiller. Pour faire monter la pression, ils ont commencé à lui dire « Écoutez, on sait qu'il s'est passé ceci et cela. » Missy s'est énervée et a menacé de partir. Elle était visiblement secouée. Puis on lui a dit que Jason avait avoué le meurtre d'Orban. Et elle a changé du tout au tout. Elle s'est mise à parler. Elle a commencé à raconter des choses que seule une complice pouvait savoir. Sa version des faits était un peu différente. D'après elle, Jason avait tiré une balle dans la porte, puis il avait perdu son arme dans la bagarre. Son pistolet était tombé par terre, donc il s'était saisi de son couteau de poche, avec lequel il avait poignardé Orban à plusieurs reprises. Le rapport d'autopsie confirmait que la victime avait effectivement été poignardée. Mais le plus surprenant, c'était que Missy avait mimé la scène aux policiers. Jason Belanger lui avait-il rapporté tous ces détails après coup, ou avait-elle été à ses côtés le soir du crime? Elle nous a expliqué ensuite comment Jason s'était enfui en empruntant le pont le plus proche, et comment il avait retiré sa casquette pour y glisser son pistolet, son couteau, et, lui semblait-il, le portefeuille de James Orban, avant de s'en débarrasser dans la rivière. Fort de cette information, on a contacté les équipes de plongée de la police fédérale, qui ont effectivement retrouvé la casquette, le pistolet et le couteau, mais pas le portefeuille. L'ADN du couteau était inutilisable, mais un détail que Missy nous avait confié nous a sauvé la mise, à savoir que Jason était tellement enragé qu'à un moment donné, il avait utilisé ses deux mains pour enfoncer le couteau plus profond, et ce faisant, il avait cassé la pointe de son couteau, et la pointe du couteau retrouvé était cassée. Elle était bavarde, mais les enquêteurs savaient qu'elle n'avait pas tout dit. Alors ils ont continué à l'interroger et elle a fini par leur dire « Je sais où sont ses vêtements, mais il va falloir m'emmener. » On est donc parti en voiture jusqu'à une benne à ordures située à l'extérieur de la ville. Quand ils lui ont demandé « Il y a quoi dans cette benne ?» Elle a répondu « Un jean et un t-shirt ensanglanté et un blouson jaune Columbia. »
Quand on a ouvert la benne, elle nous a aussitôt montré 2 sacs noirs en disant « Voilà ». On les a donc sortis, on les a ouverts, et dedans, bingo. On a tout envoyé au labo de la police scientifique et les résultats ont confirmé que l'ADN présent sur les vêtements était bien celui de James Orban. Missy nous avait donc indiqué où se trouvait l'arme du crime, qu'on avait facilement retrouvée, ainsi que les vêtements de l'assassin. Pourquoi dénoncer ainsi l'homme qu'elle venait d'épouser? Pourquoi le livrer à la police sans ménagement? Ça ne faisait pas 15 minutes qu'il était en prison qu'elle balançait tout ce qu'elle savait aux enquêteurs. Belanger a été mis en examen pour homicide. Et faute d'avoir pu rassembler suffisamment de preuves solides contre Missy, ils ont été obligés de la relâcher. Que ce soit les enquêteurs ou le bureau du procureur, on était tous convaincus, compte tenu de tout ce que Missy nous avait révélé, que Belanger s'apprêtait à payer à la place de sa conjointe. Il était déterminé à la protéger, contre vents et marées, à tout prix. Il maintenait qu'il était le seul et unique responsable. Il est donc parti en prison en attendant son procès, et tout le monde pensait que l'affaire était pliée. Quand soudain, en 2003, le procureur du comté d'Alpina a reçu un appel de Jason Belanger qui souhaitait lui parler, et notamment lui faire part d'un certain nombre de précisions concernant Missy. J'aimerais qu'on reprenne tout depuis le début, si vous le voulez bien, et surtout, j'aimerais que cette fois, vous nous disiez toute la vérité. La vérité, c'est qu'on m'a manipulé, forcé à commettre et à endosser le crime. Ok. J'ai tué un homme, mais j'ai fait ça pour quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, je vois pas pourquoi je devrais être le seul à payer pour ce crime. Au début, quand Jason Belanger a été placé en détention provisoire, Missy l'appelait régulièrement et lui rendait souvent visite. Et puis, elle a commencé à espacer ses visites, qui se sont faites de plus en plus rares. Il a compris qu'elle s'était servie de lui, comme elle s'était servie de James Orban. Et il s'est dit qu'il n'y avait pas de raison pour qu'il soit le seul à payer. Tout a commencé quand Missy, qui n'était pas encore ma femme à ce moment-là, a demandé de l'argent à James Orban pour que je puisse me réapprovisionner en drogue. Je suis parti faire le plein un week-end, mais en rentrant, il me restait déjà presque plus rien. Et je ne veux pas dire que j'ai flippé, mais disons que j'étais en manque. Alors je lui ai demandé si elle pouvait me procurer davantage d'argent, et c'est là qu'elle m'a dit... on pourrait se faire un max de blé si je trouvais quelqu'un pour tuer James. Et puis elle a suggéré que je le tue moi-même, après m'avoir expliqué qu'il avait rédigé un testament en sa faveur et qu'il y avait $2 millions à la clé, plus une voiture et un cabanon. Et je l'ai cru. Il nous a ensuite expliqué que Missy avait tout prévu dans le moindre détail, qu'elle lui avait carrément fourni un plan détaillé de la maison d'Orban. Elle m'a donné plein d'infos, avec un plan précis de la chambre dans laquelle se trouvaient 2 commodes, dont une qui était censée renfermer $9 000. Elle avait tout planifié méticuleusement, comme l'aurait fait un braqueur de banque, avec un plan détaillé des lieux bourrés d'annotations. J'ai accepté de faire ça un samedi, pour qu'elle puisse utiliser le bingo comme alibi. Elle s'est assurée d'avoir un alibi, sans se soucier une seule seconde de son mari, qui avait pourtant accepté de commettre le crime à sa place. Elle est partie au bingo, et moi je suis resté à la maison à picoler et à fumer en attendant qu'il fasse nuit. Et puis je suis allé chez Orban. Et je l'ai tué. Et puis après, j'ai rejoint Missy au bingo et je lui ai dit « c'est bon,
Et sur son conseil, je suis rentré me doucher. On sent bien que c'est elle qui dirige et que lui, il ne fait que s'exécuter. Il vient de tuer un homme et au lieu de rentrer se doucher, il va la voir au bingo pour lui demander ce qu'il doit faire. Et puis on est allé à la station essence et j'ai mis pour $2 d'essence dans une bouteille que Missy a payée. Elle a donc payé pour l'essence. Il a rempli une bouteille de 2 litres qu'il a glissée dans son sac à dos et il est retourné chez Orban pour mettre le feu. J'ai répandu un peu d'essence dans la cuisine, dans le séjour, puis sur les marches. Et puis j'ai mis le feu. Après, je suis rentré chez moi, ou plutôt chez Missy, et je l'ai réveillée pour lui dire que c'était fait. J'ai ressenti une forme de soulagement à l'issue de cet entretien, parce que cela faisait 2 ans qu'il était derrière les barreaux et qu'on était nombreux à penser au sein de l'équipe des enquêteurs qu'une partie de la vérité nous échappait. Concernant les sommes d'argent que James Orban lui remettait régulièrement, savez-vous si c'était en échange de faveurs sexuelles? Elle a toujours dit que non, mais bon, je suis pas idiot. Ok, donc elle a toujours nié, mais elle vous a jamais dit qu'ils avaient des rapports sexuels? Non, elle a toujours nié. Et vous, il vous a jamais agressé? Non. Ça ne m'étonne pas que Jason Belanger ait prétendu avoir été sexuellement agressé par Orban dans son enfance pour se dédouaner. Je suis néanmoins choquée qu'il ait exploité la souffrance des véritables victimes pour tenter de sauver sa peau. Vous confirmez donc que votre seul objectif en le tuant, c'était de faire main basse sur l'argent et le cabanon qu'il avait promis à Missy en héritage? Oui, l'idée c'était de s'en mettre plein les poches. Et voilà. À ce stade, pour pouvoir mettre Missy en examen, les enquêteurs avaient besoin de plus. Ils ont réinterrogé plusieurs personnes qui étaient au bingo ce soir-là et qui se rappelaient toutes que Missy était d'excellente humeur. Elle s'était vantée comme à son habitude et était même allée jusqu'à dire à certaines personnes que s'il arrivait quoi que ce soit à James Orban, il était prévu qu'elle hérite de tout son argent. Et elle en était fière. Quelques jours après le drame, elle s'était même rendue à la mairie en disant « Je sais qu'il m'a tout légué, j'ai donc besoin d'une copie de son testament. » Sans verser une seule larme pour cette amie qui avait fait d'elle sa légataire universelle. Tandis qu'on continuait à enquêter, 2 personnes différentes sont alors venues nous voir de leur plein gré pour nous dire qu'ils connaissaient Missy de longue date et qu'elle leur avait proposé un drôle de marché, à savoir éliminer James Orban. En échange, Missy leur avait proposé de garder tous les objets de valeur qu'ils trouveraient sur place, car elle, ça ne l'intéressait pas. La seule chose qui l'intéressait, c'était l'argent de l'héritage et rien d'autre. On a été un peu surpris d'apprendre que Missy avait demandé à d'autres personnes d'assassiner James Orban. Et en même temps, ça n'était pas si surprenant que ça de sa part. Tant qu'elle n'avait pas à se salir les mains, c'était tout ce qui lui importait. Et d'ailleurs, on en avait eu la preuve. C'était sa façon à elle de garder le contrôle. Et elle se réjouissait du pouvoir que ça lui donnait. Jason Belanger n'était donc pas le premier, ni même le deuxième, mais au moins le troisième à qui elle demandait de tuer James Orban. Elle mijotait son coup depuis longtemps. Ça datait même d'avant qu'elle renoue avec Jason. Il a juste été le premier à dire oui, en gros. À ce stade de l'enquête, Missy ne vivait plus à Alpina, mais dans un autre état, et il fallait absolument qu'on l'interroge. Le jour de l'interrogatoire, elle a commencé par pleurer, et ça a duré un bon moment. Elle niait être impliquée de près ou de loin. Elle maintenait que Jason avait tout planifié et qu'elle n'avait rien fait. Non, mais je vous jure, je vous le répète, moi j'y suis absolument pour rien. Et je l'entends parfaitement. Et je ne crois pas que ce soit... Oui, mais comment est-ce que je peux le prouver? Le meilleur moyen, c'est de nous dire toute la vérité. Soyez honnête avec nous. Il est venu me voir pour me dire à moi qu'il avait assassiné mon meilleur ami. Ok. Les enquêteurs chargés de l'interroger ont finalement réussi à interrompre ses sanglots. Et elle a fini par avouer certaines choses. Je lui ai dit
S'il était mort, je serais tranquille financièrement. Il m'a répondu, comment ça? J'ai dit, parce que James m'a mise sur son testament. Tout ce que j'ai dit à Jason, c'est, il est prévu qu'à la mort de James, j'hérite de son argent et de sa maison. En ajoutant, putain, si tu pouvais le tuer. Non, j'ai dit putain, si quelqu'un pouvait le tuer, pas tu. Ok. Si quelqu'un pouvait le buter, je serais riche. C'est-à-dire qu'elle ne lui a pas demandé explicitement de le faire, mais elle a laissé entendre que s'il le faisait, ça l'arrangerait bien. Toujours d'après elle, le but ce soir-là n'était pas forcément de tuer James Orban, mais juste de le cambrioler. J'aimerais qu'on revienne sur votre plan initial, que vous avez également soumis à d'autres personnes. J'aimerais revenir là-dessus car... Il n'y a jamais eu de plan à part celui de la chambre que j'ai dessiné. Ce n'est pas... Vous venez de dire que vous vouliez revenir sur mon putain de plan et je peux pas vous répondre parce que j'ai jamais planifié ce putain de crime. Je ne vous crois pas. Moi, je pense que ce qui s'est passé, c'est que vous... Vous pensez trop, c'est le problème. Moi, vous m'avez demandé la vérité et je vous dis la vérité. Mais vous mentez. Vous voulez me faire dire que j'ai demandé à Jason de tuer James, mais c'est de la merde. C'est faux. Dans l'État du Michigan, si vous conspirez avec une autre personne pour commettre un forfait et que celui-ci résulte dans la mort d'une tierce personne, qu'il s'agisse d'un homicide volontaire ou involontaire, avec ou sans préméditation, la loi stipule que vous êtes, de fait, passible de la réclusion criminelle à perpétuité pour assassinat. Tout ça pour dire qu'en avouant avoir eu l'intention de cambrioler James Orban avec l'aide de Jason, Missy a scellé son sort, cet aveu étant suffisant pour la mettre en examen pour homicide, qu'elle ait été au courant de quelque chose ou non. Et c'est ce qui s'est passé. On l'a arrêtée pour l'assassinat de James Orban et elle a été placée en détention provisoire en attendant son procès. L'une des raisons pour lesquelles il s'était marié, je ne pense pas que ce soit la seule, car je suis sûre que Jason l'aimait réellement. C'est que Missy pensait que légalement, on ne pouvait pas obliger des époux à témoigner l'un contre l'autre. D'après elle, il y avait une loi qui disait qu'on ne pouvait pas obliger deux personnes mariées à témoigner l'une contre l'autre. Et bon, ça, j'en savais rien, mais j'ai dit OK. Il n'était pas très à la page, car cette loi n'existe plus depuis longtemps. Belanger a longuement témoigné à la barre. Il a apporté un tas de preuves qu'on n'aurait jamais obtenues sans lui, ce qui lui a permis d'obtenir une réduction de peine, mais surtout de régler ses comptes avec Missy. L'assassin ne mérite pas toujours la condamnation la plus lourde. En l'occurrence, Missy avait tout planifié, et ce crime était censé lui profiter à elle. C'est pour ça qu'au bout du compte, elle a été reconnue coupable. L'autre mauvaise nouvelle pour Missy, c'est qu'il n'y avait pas du tout 2 millions de dollars à la clé. Non seulement James Orban ne possédait pas 2 millions de dollars, mais il avait un crédit en cours sur sa maison et sa voiture de 6 000 dollars. Il n'y avait donc pas d'argent, pas d'héritage. Ils l'ont tué pour rien. Missy fait partie de ces criminels qui ont tendance à se surestimer. Elle ignorait tout de la loi et elle était suffisamment arrogante pour croire qu'elle pouvait s'en tirer sans égratignure. Le monde est rempli de gens comme elle, qui croient pouvoir tout contrôler. Si ce n'est qu'en l'occurrence, Missy s'est laissée déborder et ça s'est retourné contre elle.